Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui, mercredi 17 septembre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour. Bonjour à tous. Rémi Branco, vice-président du Lot, porte-parole du PS. Et vous avez publié Loin des villes, loin du cœur aux éditions de l'Aube. Bonjour. Mehdi Raïch, analyste politique. Bonjour. Et Maxime Lot, bienvenue à vous. C'est une première. Vous êtes référent université du printemps républicain. Avec vous, évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé à l'université Paris-Sorbonne, Paris 1, avec ce groupe WhatsApp dont ont été exclus des étudiants dont le nom était à consonance israélienne, enfin juive, on peut le dire, c'est comme ça. Êtes-vous en colère? On nous lit, on entend cette colère qui monte, on voit, le gouvernement nous annonce une grande mobilisation demain de ce monde du travail. Appelez-nous au 0826 300 300 pour nous dire si demain vous allez vous manifester, si vous allez vous mobiliser, si vous êtes en colère, ce que vous attendez de cette journée de mobilisation. C'est un peu la question qu'on peut se poser. À quoi servent ces journées de mobilisation? À mettre en parallèle peut-être aussi la consultation d'aujourd'hui. Le Premier ministre Sébastien Lecornu reçoit le PS et le RN. Visiblement, la taxe sur les hauts patrimoines va être adoptée et on peut s'interroger sur alors beaucoup disent que ça ne servira à rien, mais sur la cuisine politique. C'est-à-dire qu'on sent que c'est vraiment pour ne pas être censuré que cette loi va être adoptée. On pourra en débattre, bien évidemment. Les groupes de messages antisémites à la Sorbonne. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Mon mot du jour, ce sera un nom, un prénom, Robert Redford, évidemment inoubliable comédien qui nous a... Oh, c'est fort. Voilà, The Way We Were, cette chanson tirée du film, chantée par Barbara Streisand. Moi, j'ai été étonnée de voir le nombre de réactions qu'il y avait hier à la disparition de cet acteur à 89 ans. Il est décédé dans son sommeil, mais je vois des jeunes, des moins jeunes qui ont été émus, touchés. Jean-François Aquili a fait son éditorial sur lui. C'est vrai que c'était une présence qui inspirait, qui rassurait. Alors, il était très beau, mais c'était aussi un immense comédien, donc son festival aussi, Sundance. Là aussi, vous pouvez réagir, auditeurs de Sud Radio. Moi, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait pleuré, que c'est la première fois qu'elle pleurait pour quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Vous êtes jeune, Mehdi, vous le connaissiez, vous employez-vous un gif de lui? Oui, il y a un gif très connu de Robert Redford. Donc moi, je le connais essentiellement par mon père, pour L'homme du président avec le scandale du Watergate. Absolument, les 3 jours du Condor, le Butch Cassidy, l'arnaque. Mais l'autre point qui m'a toujours fait sensation sur Robert Redford, alors c'est plus un acteur de ma génération pour les plus jeunes qui sont autour de la table, c'est la ressemblance physique avec Brad Pitt. Ah oui. Il y a dans Spy Game, c'est fascinant la ressemblance qu'il y a entre les deux à 2 âges différents. Donc Robert Redford, pour moi, c'est plus un acteur des années 70. Donc c'est assez lointain. Mais on peut reconnaître que la grandeur de l'acteur est du qualité de ce qu'il a fait. Oui, je crois qu'il n'y a pas un seul de ces films qui est à jeter. Vous aussi, vous êtes tous jeunes autour de la table, donc. Écoutez, j'ai vu un certain nombre de films dans lesquels il jouait. Effectivement, je pense que c'est une personnalité qui était relativement aimée. Voilà, qui n'était pas de critique particulière. C'est pour ça que les gens s'émeuvent de son décès. Oui, peut-être. Et vous, Rémi? Je suis étonné parce que je pensais que la génération qui serait émue ne serait pas la mienne. Et je vois sur les réseaux depuis ce matin des gens dont j'ignorais qu'ils étaient amateurs de ces films, qu'ils les avaient regardés, qu'ils appréciaient Robert Redford. Je suis très étonné de ce côté transgénérationnel. C'est pour ça que j'ai... Pour moi, complètement inattendu, j'avoue. Et vous moi, j'appréciais parce que j'ai vu certains films. Je suis forcément ému, mais pas comme quelqu'un qui est de cette génération. Mais voilà, encore une fois, oui, ces films, évidemment, Watergate, etc. C'est des films qui ont résonné, y compris politiquement. Mais je suis étonné, encore une fois, de ce côté très intergénérationnel de cette émotion. Je vous pose pas la question, Maxime. Vous avez 22 ans, donc mais ces films font partie quand même des classiques du cinéma, hein. Oui, sûrement. J'en ai beaucoup entendu parler au sein de ma famille, mais j'ai jamais eu l'occasion de voir un de ces films. C'est qu'il a enchaîné les classiques. Il a enchaîné les classiques, c'est vrai, totalement. On va commencer peut-être. Alors je vais vous laisser vous poser, vous acclimater, peut-être parler de cette journée donc où Sébastien Lecornu reçoit le PS et le RN et effectivement cette sensation qu'on a que c'est pas forcément l'intérêt des Français qui est en discussion, mais plutôt l'intérêt
intérêt de ne pas avoir un gouvernement qui soit censuré. Peut-être avec vous, Samuel Lafont. Donc les rencontres se font RN-PS ce matin. On sent que le Premier ministre va accéder aux demandes du PS, en particulier sur la taxation des plus hauts revenus. Vous savez, le problème qu'on a actuellement, c'est un problème institutionnel. J'ai eu la chance, le bonheur d'en parler sur Sud Radio il y a quelques semaines. On a un système qui est complètement bloqué aujourd'hui. C'est pour ça que de nombreux partis, et d'abord Reconquête, ont appelé et appellent à la démission d'Emmanuel Macron, puisqu'on considère que, en fait, il avait les cartes en main pour soit changer le système institutionnel, donc changer un mode de scrutin, par exemple, déplacer les législatives par rapport à la présidentielle, on peut parler de durée des mandats, mais on voit que le système est bloqué. Si vous lisez Benjamin Morel, le constitutionnaliste, qui a écrit là-dessus, et qui intervient régulièrement dans les médias, c'est très clair, et la plupart des constitutionnalistes, même s'ils ne sont pas d'accord sur les solutions apportées, ils se rendent compte que le système est bloqué. Et sinon, il pouvait faire un référendum, il a refusé le référendum sur les sujets majeurs, alors que la Ve République avait prévu ça. Elle avait prévu un scrutin qui permet d'avoir une majorité, voire une majorité absolue à l'Assemblée nationale, en tout cas une forte majorité, et en même temps un président qui passe au-delà des partis pour faire des référendums. Sauf qu'on voit très bien que les référendums sont plus utilisés, voire on se rappelle tous de ce qui s'est passé après le référendum de 2005. Donc malheureusement, le système aujourd'hui est bloqué, et on se retrouve avec une Assemblée qui est pas tout à fait représentative. Donc il y avait une différence entre ce que veut le peuple et ce qui est discuté par des partis avec des arrangements. Quoi qu'on pense sur le fond d'ailleurs. C'est-à-dire que là, c'est un sujet parmi tant d'autres. Mais vous avez des sujets d'insécurité, d'immigration, où en fait, il devrait y avoir des actes. Et on a vu qu'il n'y a pas eu d'actes avec Michel Barnier, qu'il n'y a rien eu, malheureusement, avec François Bayrou, dont je tiens à souligner juste avant, pour essayer de sauver son poste, il nous a fait une annonce sur l'AME, l'aide médicale d'État, dont les Français veulent qu'elle soit supprimée. Donc c'est des soins gratuits pour les clandestins, c'est un appel d'air à l'immigration. Je rappelle quand même qu'il a fait une annonce qui était ridicule. C'était moins de 1% de dépenses en moins, alors qu'en même temps, il avait annoncé, ça a choqué très largement, c'était repris dans son sondage à 74%, et j'en termine par là, il avait annoncé que les Français seraient moins remboursés de leurs soins. Alors qu'on sait tous, on voit ce qui se passe à l'hôpital, avec des attentes très longues aux urgences, avec des Français qui n'arrivent plus à soigner, qui n'arrivent pas à avoir de spécialistes, ils ne voient pas de dentiste, ils ne voient pas d'ophtalmo, et dans de trop nombreuses zones en France, il y a ces déserts médicaux qui sont de plus en plus prégnants, avec des Français de tous âges, et notamment les Français âgés, qui ne voient pas de médecin et qui ne sont pas suivis, et qui peuvent développer des maladies graves, et qui malheureusement risquent de décéder très tôt par bêtise, simplement, parce qu'en fait l'État n'a pas agi quand il devait à ce moment-là. Donc voilà, le constat, c'est que effectivement, il y a un gouvernement qui va essayer tout d'abord de ne pas tomber, mais c'est parce qu'aussi il est peu représentatif. Rémi. Alors je précise d'abord, quand vous dites les rencontres PS-RN, c'est le PS avec le Cornu et le RN avec le Cornu. Le PS n'a pas prévu de rencontrer le Rassemblement national aujourd'hui. Ils vont peut-être se croiser sur les marches de Matignon, mais ça en restera là. Non, il faut évidemment que le Premier ministre discute avec toutes les forces politiques pour tenter de trouver un compromis. Mais j'ai envie de dire, on part mal là, parce qu'Emmanuel Macron nomme un de ses plus proches, c'est-à-dire quelqu'un qui est à peu près d'accord avec tout ce que Emmanuel Macron a fait depuis 2017. Qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2017 ? D'ailleurs, c'est le seul ministre qui est là en place depuis le début. Il a fait un pari qui est celui, un pari libéral, de dire on va aider les entreprises, les grandes entreprises, les hauts patrimoines, fiscalement, et derrière, elles vont produire ce qu'on appelle la politique de l'offre, et ça va ruisseler. Et ensuite, tous les Français y verront des bénéfices. Pourquoi pas ? Il se trouve que cette politique aujourd'hui, elle est en échec, qu'on a 0,9% de croissance, que les Espagnols à côté, qui font une autre politique, font 3 fois plus. Je ne sais pas si vous êtes allé en Espagne cet été, mais enfin vous voyez bien que la consommation dans les restaurations, les bars, etc. repart. Donc il y a un optimisme qui n'a rien à voir avec celui qu'on a en France. Demandez aux restaurateurs français s'ils ont fait cet été beaucoup de chiffres. Vous allez évidemment être bien accueillis. J'étais en Espagne, c'était pas trop le sentiment de ce qu'on entendait. Hein. Franchement, alors là, on était regardez pas au même les chiffres de la consommation du tourisme, y compris espagnol cet été, c'est phénoménal. Et ils ont une croissance, encore une fois, 3 fois supérieure. Hein. Enfin, c'est une situation qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous avez en France donc un échec d'une politique. Si Emmanuel Macron ne comprend pas ça, et si son Premier ministre ne comprend pas ça, et qu'à travers les échanges qu'il a avec les autres partis politiques, il ne change pas de politique, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc si le Parti Socialiste aujourd'hui va voir Emmanuel Macron, c'est pour lui proposer une autre politique qui est, vous avez peut-être vu le sondage IFOP paru hier soir, plébiscité par les Français. Que ce soit évidemment la taxe Zuckman, je sais qu'on va y revenir, la politique sur les grandes entreprises également, la baisse de la CSG pour les petits salaires, parce que qui se passe quoi aujourd'hui ?
En réalité, l'argent est capté par ces 211 milliards d'aides données aux entreprises, certaines à raison, d'autres à tort. Et pendant ce temps-là, ce sont ceux qui travaillent, qui cumulent parfois plusieurs emplois, ce sont les retraités, ce sont les mères célibataires qui, à travers le taux d'imposition qui est le leur, financent aujourd'hui un modèle social et une dette qui est au bord de la rupture. Si on ne change pas aujourd'hui de cap, si on ne fait pas une redistribution de l'effort qui est demandé aux Français, eh bien je peux vous dire que non seulement les Français seront dans la rue demain, mais ils vont l'être encore pendant des semaines et des mois. Donc ce qu'on dit aujourd'hui au Premier ministre, c'est changer de politique, ou alors ce ne sera pas possible pour vous de gouverner parce que les Français ne seront pas d'accord avec votre politique. Hier, il y avait une interview dans le Parisien de François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, qui disait que, en fait, j'aimais bien cette phrase, il dit, en fait, si on devait comparer la France à une personne, nous pourrions dire que le moral ne va pas bien, mais que le physique tient malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont pas si mauvais que ça, que le chômage les chiffres du chômage ne sont pas si catastrophiques, que la croissance, effectivement, nous remontons notre prévision de croissance, dit-il, de 0,6 à 0,7 pour 2025, et pour 2026, on attend 0,9. Non, mais il y a aussi un paradoxe entre ce que disent les économistes. Ce qu'il dit est vrai, le taux de chômage, effectivement, est plus bas qu'avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être en emploi et être pauvre dans ce pays. Regardez le niveau des salaires. Prenez un travailleur pauvre, bien sûr. Et vous avez ce qu'on appelle la smicardisation, c'est un tassement des salaires autour du SMIC qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez même cumuler 2 boulots et pas arriver à en vivre. Donc c'est bien ça le problème qu'il faut voir en face. Aujourd'hui, si on ne peut pas gagner sa vie de son travail, eh bien non seulement on manifeste, mais aussi on a une colère rentrée et on ne veut plus payer d'impôts. Il y a aujourd'hui vraiment un problème de consentement. Alors, je suis d'accord sur le point institutionnel. On a une crise institutionnelle qui a mis une graine politique. Tout part de l'élection présidentielle, tout tourne autour de l'élection présidentielle, ce qui amène ce blocage aujourd'hui. Donc non seulement on a un problème de qualité de personnel politique, je pense, mais aussi de pratique des institutions et de ce que font les partis politiques. D'où la situation de blocage à l'Assemblée. Ça ne vient pas que de l'Élysée, ça vient aussi de la manière dont les partis politiques se comportent en interne. Sur le point économique, pour moi, et peut-être que d'autres Français partagent ce point de vue, je pense que la France meurt de son illibéralisme. À la fois politique, puisque nos partis politiques ne savent pas discuter entre eux, il n'y a pas de culture du compromis, on revient sur la crise institutionnelle, mais aussi sur l'aspect économique. Quand on voit la manière dont les entrepreneurs n'arrivent plus à entreprendre en France, je rappelle quand même que le seul acteur économique qui produit de la richesse dans ce pays, c'est l'entrepreneur. Aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est très compliqué. On va le voir sur la taxe Zuckman tout à l'heure, même si je peux partager en partie ce que vous dites. À mon sens, c'est surtout l'illibéralisme de ce pays qui va le tuer. Donc, j'ai sur ce que peut faire Sébastien Lecornu, à mon sens, sa marge de manœuvre, elle est très réduite. Oui. Parce qu'arriver au budget, c'est ce que dit Rémi Branco. Arriver au budget, c'est là où je vous rejoins. Arriver au budget, il va se faire retoquer parce qu'il n'a pas vraiment de pouvoir. Son unique objectif, c'est de rester. D'essayer de sauver sa peau, littéralement. C'est pour ça qu'on retombe sur la pratique des institutions, la culture des partis politiques. Mais je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre aujourd'hui. Donc, à mon sens, c'est un peu bloqué. Je vous donne la parole dans un instant, Maxime Lotte. Qu'attendez-vous de ces rencontres? Puis on va parler évidemment avec vous de cette journée de mobilisation demain. Qu'attendez-vous de cette journée de mobilisation? Et est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous irez manifester? 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous, 0826 300 300, Sébastien Lecornu qui reçoit le PS et le RN séparément, par ensemble. Je précise pour Rémi Branco. Est-ce qu'on est vraiment obligé de taxer les plus hauts patrimoines? Visiblement, le Premier ministre va accéder à cette demande pour pouvoir ne pas être censuré. Maxime Lotte, sur ce sujet, sur pourquoi, où est l'intérêt des Français dans tout ça? Mais aujourd'hui, on souffre de la médiocrité de beaucoup de nos responsables politiques. Ouais. Et aujourd'hui, peu de responsables politiques recherchent l'intérêt collectif, l'intérêt des Français. Et aujourd'hui, la situation, alors il y a un problème institutionnel, mais pas seulement. La politique, la vie parlementaire, c'est aussi le culte du compromis. Aujourd'hui, aucune des forces politiques n'est dans l'idée d'avancer vers un compromis qui permettrait une majorité. Et donc aujourd'hui, la situation, effectivement, est bloquée. Ouais, ça va être. Qu'est-ce que vous demandez, vous, le PS? Je vous ai posé la question en antenne, mais quelle va être la teneur des demandes aujourd'hui, des entretiens qu'il va y avoir? Alors, le Parti socialiste, depuis 15 jours, a proposé un contre-budget en disant voilà, si Emmanuel avec Macron, la fameuse taxe Zuckman, avec notamment la taxe Zuckman, avec la baisse de la CSG pour soulager notamment les mères célibataires, les travailleurs pauvres, etc.
Bon, Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas nommer un Premier ministre socialiste, il s'entête, donc il garde sa politique. Nous, du coup, on va aller à Matignon pour demander à ce qu'il change de cap et qu'il adopte nos propositions. On ne veut pas dire 100% à la virgule près de toutes nos propositions, mais qu'il adopte ce changement de cap une redistribution des richesses, en allant chercher sur les grandes entreprises, les hauts patrimoines, des recettes supplémentaires, en soulageant des classes populaires, en revenant sur la réforme des retraites qui, vous le savez, voit l'opposition d'une très grande majorité de Français. Voilà, c'est-à-dire donner des signaux très clair pour un changement de politique. On en doute aujourd'hui parce qu'on voit bien que derrière Sébastien Lecornu, il y a l'ombre d'Emmanuel Macron qui ne veut pas à aucun moment qu'on remette un petit peu en cause sa politique. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites sur le fait que les partis ne recherchent pas de compromis. En réalité, on en cherche des compromis, on va discuter et effectivement on n'est pas obligé d'adopter à 100% le programme qu'on a proposé. On n'est pas fou, on sait très bien que la majorité aujourd'hui à l'Assemblée elle n'existe pas. Mais vous avez des points de blocage. Quand vous dites on cherche le compromis, il y a des points pour vous. C'est normal. Oui. C'est normal, puisque la politique, c'est quand même des idées, c'est des engagements. Vous n'allez pas faire le contraire de ce que vous pensez, parce qu'il faut à tout prix trouver un compromis avec la Macronie qui veut rester absolument au pouvoir. Donc, c'est normal d'avoir des positions et après de trouver un compromis. Aujourd'hui, je doute de la volonté de ce Premier ministre qui est finalement le second d'Emmanuel Macron, son clone, d'aller vers ces compromis. Je peux vous dire qu'à l'inverse, si on avait mis un socialiste à Matignon, je suis mais absolument convaincu que le bloc central aujourd'hui serait prêt à aller vers les propositions du Parti socialiste. Aujourd'hui, compte tenu du fait que Emmanuel Macron a la main sur le gouvernement, qui n'existe pas d'ailleurs, on discute avec un Premier ministre, mais il n'y a pas de gouvernement. Donc, non, c'est le même. Je doute un peu du résultat. C'est le même gouvernement. Oui, sur l'idée de compromis, les Français veulent des compromis entre les partis politiques. Ils l'ont dit dans les derniers sondages qui ont été faits notamment après les législatives de 2024. Il y a un seul segment de la population, ce sont les soutiens de Mélenchon qui ne veulent aucun compromis. Grosso modo, tous les autres, vous partez donc des écolos, PS, etc., Macron, LR, RN et Reconquête, très largement les Français se disent et ils disent on veut discuter ensemble. Le problème, et je reviens sur le système institutionnel, le système qu'on a, qui a été choisi avec la 5e République, avec le scrutin majoritaire à 2 tours, qui est quand même, on est un des seuls pays à utiliser ce système pour les législatives, c'est un système qui est fait pour qu'il n'y ait pas de compromis. Tous les pays qui font des compromis, ce sont les pays qui ont un scrutin à la proportionnelle, voire un système mixte comme les Allemands. Mais les autres pays européens, pardon d'y revenir, on a souvent parlé ici, mais c'est d'ailleurs c'est ce que veulent les Français, c'est des pays qui utilisent la proportionnelle pour représenter au mieux possible la population. Et donc vous avez ensuite des discussions de partis politiques qui sont représentatives de ce que pensent les Français. Et ça, alors que là on parle du fait que le gouvernement veut y tenir et seulement tenir, parce qu'on a un système schizophrénique. On a un gouvernement qui n'est pas véritablement représentatif, une assemblée qui ne représente pas réellement les forces d'opposition. Typiquement, même si on part objectivement à gauche, vous savez que dans la population, le PS pèse davantage que Mélenchon. D'accord ? Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on entend Mélenchon partout, on a l'impression qu'il est énorme et que c'est lui le chef de la gauche. C'est pas vrai. Objectivement, c'est pas vrai. Et à droite, c'est pareil. En fait, vous avez des partis qui ne sont pas représentés. Nous, pour l'instant, on n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Si vous regardez, pour Reconquête, si vous regardez dans n'importe quel autre pays européen, on devrait déjà avoir des députés. Donc c'est ça qui dérange beaucoup, c'est parce que vraiment c'est ce système schizophrénique qu'on a du mal à sortir entre, d'une part, un gouvernement qui essaie de pas trop déplaire au peuple et en même temps qui essaie surtout de se maintenir pour garder le pouvoir. La taxe Zuckman, elle a un sens ou pas? Parce qu'on entend tout et son contraire. Ça rapporterait 20 milliards selon Monsieur Zuckman et 3 fois moins dans la réalité. 3 fois moins dans la réalité. Et l'idée de taxer les riches, évidemment, tout le monde est d'accord. La taxe Zuckman, elle a un principe, c'est que tout le monde soit à égalité devant l'impôt. Aujourd'hui, vous savez, les milliardaires paient moins d'impôts en pourcentage que des classes populaires, même que vous et moi. Donc là, il y a un problème aujourd'hui de toute une partie de la population. Est-ce que l'inégalité, c'est pas un Français sur 2 qui ne paye pas l'impôt? Ça fait partie du sujet. Est-ce que tout le monde doit payer un minimum d'impôts? Sûrement. On le paye avec la TVA. Je peux vous dire que si les plus pauvres paieront l'impôt, ça ira pas beaucoup mieux pour le pays et ça ira surtout plus mal pour eux. Non, aujourd'hui, la taxe Zuckman, elle a du sens parce qu'il faut que tous les Français soient égaux devant l'impôt. Aujourd'hui, prenez les 500 plus grandes fortunes depuis 1996, qui représentaient 6% du PIB à l'époque, elles représentent aujourd'hui 45%. C'est-à-dire que chaque année, un milliardaire fait 10% de plus d'augmentation de sa richesse. Avec la taxe Zuckman, ce qu'on propose tout simplement, c'est qu'un milliardaire qui, normalement, aurait, à la fin de l'année, fait 1,1 milliard de patrimoine, n'en fasse que 1,78 milliard. C'est quoi un milliard de patrimoine? C'est quoi le patrimoine?
Le patrimoine, c'est ce que vous avez donc on va demander que ce soit... Mais moi j'ai reçu Alain Veil, par exemple, qui était le patron de BFM. Oui. Il avait son groupe Altis, j'ai un trou de mémoire il avait son groupe qui était valorisé à une certaine... mais il n'avait pas cet argent. Tout à fait, donc, c'est une vraie question. Il y a les licornes, il y a les gens il y a les startups qui sont valorisés, mais qui n'ont pas ces liquidités. Il y a en effet à peu près 90% de ceux qui seraient touchés, des 1800 foyers concernés, qui pourraient payer en liquidité, effectivement. Mais il y a 10%, comme vous le dites, qui aujourd'hui n'ont pas les liquidités pour payer cette fameuse taxe de 2%. Et là, dans ce cas-là, on propose de payer en actions, en nature, que l'État prenne... Attendez, je termine juste mon raisonnement, puis après vous répondrez, mais que l'État puisse récupérer en actions et les verser sur un fonds souverain. Les Français en bénéficieraient tous. Mais je suis d'accord, il n'est pas question de faire payer en liquidité des gens qui viennent de créer leur entreprise et qui n'ont pas encore généré de profit de leur entreprise. La loi, il faut l'adapter de sorte à ce qu'elle ne soit pas un frein à l'innovation, qu'elle ne soit pas un frein à l'entreprise, ça va de soi. Mais en revanche, mettre tout le monde sur un même pied d'égalité sur l'imposition, c'est la base des valeurs de la République. Si on ne les respecte pas, il ne faudra pas s'étonner s'il y a des gens dans la rue demain ou après-demain. En fait, je comprends pas l'intérêt de cette taxe. Je comprends. Remplir les caisses. Oui, ça oui, mais qu'il y ait un débat sur ce sujet, je trouve ça très bien. D'ailleurs, on était d'accord, il faut que ce sujet soit amené. Mais l'utilité de cette taxe, j'en doute. Non seulement on n'a pas un environnement fiscal propice à ça, puisque si on met en place la taxe Zuckman, il faudrait que tous les pays autour mettent en place la taxe Zuckman. Donc là, on se retrouve face à un problème de niveau au minimum continental, donc européen. Et surtout, j'ai du mal à imaginer qu'un État oblige donc un propriétaire, parce que là c'est une taxe sur le patrimoine, à vendre 2% de sa société tous les ans pour payer son impôt. Mais sachant qu'il y a 8% de rendement, hein. Oui, mais ça change rien. C'est ne serait-ce que l'idée même, parce que ça veut dire que... Non, mais pour moi, c'est... Qui en France a 8% de rendement ? Oui, mais attendez, pour moi, c'est une captation d'une propriété. C'est-à-dire que l'État vous oblige à vendre 2% de votre propriété tous les ans pour financer votre propre impôt. J'ai du mal. D'autant plus qu'on en parlait un peu hors antenne. On a normalement le principe d'imposition, d'égalité devant l'impôt. Oui. Comment vous pouvez obliger des gens à payer une contribution sur une plus-value qui n'existe pas encore? C'est-à-dire que vous allez dégrader la capitalisation boursière de votre propre entreprise. Donc je vois pas comment ça peut fonctionner dans la réalité. Là, vous prenez vraiment les 10%. Sur lesquels on ne peut pas sortir de l'équité. Mais vous prenez au hasard Bernard Arnault, j'ai absolument rien contre lui. Non, mais vous savez très bien que le rendement de son patrimoine aujourd'hui, il va être de 10%. Si vous lui prenez 2%, vous avez juste une égalité devant l'impôt. On n'est pas en train de lui confisquer. Et vous allez freiner l'investissement. Mais pas du tout. Vous croyez vraiment que ça va freiner son investissement? Et bien sûr que oui. En ayant que 8% de rendement, au-delà de 100 millions d'euros. Je ne parle pas de Bernard Arnault. Des Bernard Arnault, il n'y en a qu'un en France. Il n'y en a qu'un en France et il contribue très largement. Mais vous savez que toutes les études montrent que les milliardaires aujourd'hui ne contribuent pas autant que les autres parce que vous avez des holdings qui permettent d'échapper à l'impôt. Aujourd'hui, ce qu'on demande, ce qui fait que juste je termine avec ça. Aujourd'hui, ces milliardaires-là, s'ils partaient au Caïman, ils gagneraient pas beaucoup plus. Parce qu'en fait, ils ne seraient pas beaucoup moins fiscalisés qu'en France. Et on perdrait 0,02% de recettes fiscales. C'est vous dire si aujourd'hui, on a un manque à gagner auprès de ces milliardaires. Pour moi, c'est le problème à l'envers. Valérie, peut-être un mot. En fait, je pense que cette taxe, elle fait autant parler d'elle parce qu'elle surprend, elle choque, mais elle surprend, elle choque aussi parce que c'est une solution simpliste qui ne peut pas être appliquée. Et c'est pour ça qu'on en parle autant. Parce que, honnêtement, personne d'avancer ce genre d'idée auparavant. Parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Et comme il vient d'être rappelé à l'instant, honnêtement, c'est inapplicable. Alors, évidemment qu'il y a des entrepreneurs qui font des tribunes et qui disent que c'est pas applicable, il faut surtout pas faire ça. Mais a raison. Si on regarde concrètement le parcours d'un entrepreneur, on a l'impression, malheureusement, que cet homme-là, qui a imaginé cette taxe, il ne comprend pas du tout comment fonctionne l'économie aussi, alors qu'il est prof d'économie. Allez, on va... J'ai l'impression que sur la taxe, c'est bizarre. Il y a un truc qu'il n'a pas compris, on comprend rien. On va parler dans un instant de cette journée de demain. Le monde du travail est en colère. Quelles revendications? Appelez-nous au 0826 300 300 pour nous dire si vous êtes en colère. On a envie de vous entendre sur Sud Radio et ce que vous attendez de cette journée de mobilisation. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous dans ce 10h midi et on a Nadine qui nous appelle de Bordeaux à propos de la journée de mobilisation demain. Très forte journée de mobilisation, nous dit le ministre de l'Intérieur. Nadine, vous êtes en colère, est-ce que vous soutenez la mobilisation ?
Alors, je la soutiens tout à fait, mais ça sert à rien. Bah oui. Ça s'est dit. Ouais. Moi, je veux bien. J'ai fait les gilets jaunes, j'ai fait les 18 manifestations. On s'en est pris plein la figure, ça sert à rien. Vous savez, moi, j'ai 77 ans, j'ai fait 68. Mai 68. Mai 68, 6 semaines de grève. Et là, on nous a écouté un peu. Pas nous, parce qu'on était lycéens, mais on a vu. Les choses ont bougé. Et je dis à tout le monde, grève générale. Mais pour demander quoi? Parce que c'est un peu la question qui est posée ce matin. Demain. Alors écoutez, je ne vais pas vous faire le catalogue quand même. Pardon? Je ne vais pas vous faire le catalogue, vous le savez ce qu'il faut demander. Revalorisation des salaires, c'est la moindre des choses. Moi, j'ai une fille qui est kiné, aucune revalorisation depuis 18 ans. Vous m'entendez? 18 ans. Exemple. Bon, alors je donne que cet exemple. Je dis, mais c'est ça qu'il faut. Les gens attendent que ça. Donc revalorisation des salaires, mais ça se fait pas. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Ça entraîne. En 68, qu'est-ce qui s'est passé? 33% de revalorisation. Alors vous me direz, la dévalorisation, dévaluation était importante. D'accord. Mais ils attendent que ça, les gens. Ils veulent vivre décemment. Donc le reste, ça n'a pas d'importance. Et c'est pour qu'ils sont dans la rue. C'est pas pour des idées politiques et idéologiques. Ils s'en foutent. Nadine a raison sur 2 points. Le premier, c'est que la revalorisation des salaires, elle est nécessaire, mais en même temps, c'est vrai qu'elle est compliquée. C'est pourquoi le PS proposait, par exemple, de diminuer la CSG sur les bas salaires. Ça veut dire pour une femme qui élève seule un enfant avec un salaire modeste, ça lui fait 900 € de plus par an. Un couple qui gagne chacun 1 900 €. Oui, mais pareil, vous creusez le déficit en faisant ça. Enfin, je ne suis pas très calé en économie, mais c'est la raison pour laquelle on propose d'aller chercher des recettes ailleurs. Donc c'est, vous voyez, ce changement de politique-là qu'il faut qu'on propose. Il faut tout changer. Faut tout changer. Et après, Nicole, je comprends tout à fait votre exaspération. Vous manifestez, il se passe rien. Vous votez, il se passe rien. Vous avez à chaque fois les mêmes conséquences, c'est-à-dire rien aux manifestations ou au vote. Et moi, j'ai une peur. Je voudrais terminer par ça. Je vois fleurir partout, dans le Lot, dans les départements autour, des mots d'ordre aujourd'hui pour demander la démission d'Emmanuel Macron, que le système tombe, etc. On en vient tout de suite à des extrémités qui sont extrêmement dangereuses pour le pays parce qu'il n'y a pas ce changement. Eh bien, si Macron ne saisit pas avec le corps nu cette dernière chance, j'ai très peur que ça finisse très mal dans la rue, dans ce pays. C'est-à-dire que vous dites quoi? Qu'il faut tout de suite changer de politique. Il faut qu'Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu reconnaissent qu'il faut changer de politique et même de gouvernement. S'ils ne le font pas, ça finira mal. Quelle légitimité vous avez aujourd'hui, PS, alors, à être au gouvernement? Pardon, mais il y a eu des élections il y a 1 an. Il y a aujourd'hui la France est totalement à droite dans tous les sondages. Non, je suis en désaccord avec ça. Majoritairement de droite. Que la France soit culturellement aujourd'hui, qu'on puisse dire qu'elle est majoritairement à droite, c'est vrai, mais il y a eu des élections il y a 1 an. Il y a 2 forces politiques qui sont arrivées en tête. Il y a le NFP et il y a le Rassemblement National. Aucun des deux n'a été nommé à Matignon. On est resté sur Michel Barnier qui représentait combien? 4% des voix. On va écouter Maxime. Combien? Maxime. Le NFP n'a pas gagné les élections et de toute façon, le NFP n'existe plus en soi, puisque visiblement, d'après ce que j'ai compris, le PS a exclu la France Insoumise du NFP. Non mais ça n'empêche pas de nommer un Premier ministre de gauche, vous êtes d'accord? Mais il n'aura pas la majorité. Donc et qui vous dit comment est-ce qu'on peut avancer de façon constructive? C'est écrit où? Qu'il n'aura pas la majorité? Qu'il ne trouvera pas de majorité. Vous avez le RN, vous avez les LR. Jamais alors attendez, laissez terminer. La majorité présidentielle n'acceptera aujourd'hui de travailler avec, par exemple, le Parti communiste ou Europe Écologie Les Verts qui propose des programmes qui sont largement différents de ce que proposait le parti d'Emmanuel Macron. À tort ou à raison, dans une logique de compromis. C'est vous qui appelez au compromis. Mais changer de politique. Donc les gens demain vont descendre dans la rue, on entend qu'il y a une colère populaire et une colère mais des patrons aussi qui voudraient payer mieux, mais qui sont étranglés, mais qui sont étranglés par les charges sociales, enfin les charges ou les cotisations, appelons-les les cotisations. Ils voudraient bien pouvoir les payer plus, mais c'est Valérie, impossible. Je commence par l'essentiel. Merci Nadine, en tout cas, de nous avoir appelés. Et je reprends l'expression de Nadine, elle parlait de vivre décemment. Et c'est ce qu'on entendait pendant les Gilets jaunes. On a entendu de nombreux témoignages de Français qui disaient « on veut vivre
du fruit de notre travail. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont de plus en plus de dépenses, que tout augmente, on le voit autour de nous, c'est difficile de se loger, qu'il y a une inflation sur la nourriture, qu'il y a le prix de l'électricité, etc., etc., etc. Quand vous gagnez très bien votre vie, vous le sentez beaucoup moins, ça. Mais les Français qui sont extrêmement nombreux à devoir compter chaque mois, eh bien, quand vous augmentez un peu le prix de l'électricité, quand vous avez la nourriture qui augmente dans les magasins, quand vous avez énormément de mal à changer de logement, eh bien, tout ça, ça vous pourrit la vie au quotidien. C'était tout simplement ça la demande des Gilets jaunes à la base. Et en fait, elle n'a pas été écoutée. Emmanuel Macron n'a pas du tout entendu les Gilets jaunes à l'origine. Et c'est ça qui a coûté cette grande déconnexion, une énorme déconnexion entre le pouvoir actuel et le peuple à cause de ça. Juste une question, comment vous faites-vous? C'est quoi vos solutions? Comment? Nous, on considère qu'en fait, les taxes sont trop élevées en France de manière générale, l'imposition est trop élevée, et qu'on a un État qui a tardé à se réformer et qui dépense toujours plus sans avoir les résultats. Et malheureusement, on a cette logique où il y a des endroits où il fallait dépenser plus pendant des années où ça n'a pas été fait. Typiquement la justice, où en fait il y avait de l'argent dans la police, oui, mais le goulot d'étranglement au niveau pénal, au niveau de la chaîne sécuritaire, il était au niveau de la justice. Et finalement, on a trop tardé à mettre de l'argent dans la justice, à construire des prisons qui sont promises depuis des années, qui ne sont jamais construites. Mais comment vous trouvez 40 milliards, vous? Comment? Alors, il y a énormément d'économies qui peuvent être faites. Vous avez sans doute vu et entendu Sark Nafo sur le sujet. Elle en a parlé très régulièrement. Mais si, mais vous avez énormement de dépenses. On regarde même les collectivités territoriales aujourd'hui. On va pas trouver les solutions là, mais c'est la colère des Français. Alors c'est une colère sourde. Oui. Plein de gens demain ne pourront pas y participer parce qu'en fait ils n'ont pas les moyens de participer, il faut qu'ils aillent travailler. Donc on verra si la manifestation va au-delà des bastions traditionnels syndicalistes. Donc si c'est juste cantonné à quelques éléments. Mais le point, je pense, le plus important, et Nadine, si je ne me trompe pas, et non Nicole, Nadine l'a dit, c'est que les Français aujourd'hui, et je pense que c'est leur principale revendication, même si on ne le voit pas forcément dans cette manifestation, j'ai du mal à déterminer ce qu'ils veulent réellement. Il n'y a pas de revendication claire dans cette manifestation, peut-être parce qu'il n'y a pas de leader encore, mais c'est que les Français... C'est les organisations syndicales qui sont à dignement, mais surtout de leur travail. Oui. Ils ne veulent pas de chèque à la fin du mois de la part de l'État, ils ne veulent pas forcément d'aide de la part de l'État, ils veulent que leur salaire soit plus élevé pour vivre dignement, juste avec leur travail. Donc se pose, et là ça serait une conversation entre, parce que là on a deux partis politiques qui s'opposent, sur la conception même que l'on veut de l'État, sur la conception même de la dépense publique. On a 57% de dépenses publiques dans la part du PIB. Comment on tranche dedans? S'il y a des choses à trancher, tout n'est pas tranché. Le financement du modèle social. Le financement du modèle social. Là, on va reparler de la dette. Je signale quand même que dans la part du budget de l'État français, 50% vient de la dette. Donc, en fait, on a un système qui, littéralement, mais c'est même pas... Un crédit. C'est à crédit depuis des années. François Bayrou a fait, je trouve, plutôt un bon discours. Il explique bien que depuis 40 ans, on n'a eu que deux années excédentaires. Très bon diagnostic, Bayrou. Mais que fait-il effectivement? Il a tellement promis. Elle est ici. Donc, que fait-on? Comment? Et là, c'est à vous d'y répondre. Paul est en ligne avec nous. Bonjour, Paul. Bonjour Valérie. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vos invités. Alors, est-ce que vous comprenez cette mobilisation? Alors moi je comprends cette mobilisation. Le problème c'est que ça va créer l'inverse de ce qu'il faudrait. Aujourd'hui, que les gens manifestent parce qu'ils vivent mal, on l'entend. Moi je suis employeur de main d'œuvre, je suis un petit agriculteur. On vit très mal. Macron n'a pas arrangé les choses. Le Mozart de la finance, ça a été un désastre. Aujourd'hui ce qu'il faut, c'est lâcher la grappe aux entrepreneurs, qu'on puisse employer les gens, qu'on puisse les payer normalement. On ne peut pas prélever des cotisations, parce que les cotisations des salariés, c'est toujours l'entreprise qui les paye. On les paye pour le compte du salarié, mais c'est l'entreprise qui les paye. On ne peut pas payer autant de cotisations et les partager avec la terre entière. À un moment donné, il faut que tout le monde travaille. On a 5 millions de chômeurs, de personnes à France Travail, et il y a des gens qui n'arrivent pas à recruter. Donc il y a une adéquation qui n'est pas bonne entre la formation des gens et les entreprises. Les gens, ils ont bac+3, mais ils sont incapables de travailler dans une entreprise. Il faut changer tout ça. Et ensuite, l'État est obèse, il gaspille l'argent public, il le gaspille. Vous voyez la suradministration qu'il y a partout pour créer des postes qui ne servent à rien. À un moment donné, il faut revenir à du bon sens. Nous, on a des règles comptables. Si à la fin de l'année, j'ai pas payé tous mes fournisseurs, tous mes salariés, toutes mes charges et tout mon machin, il faut que je bouche le trou avec mon argent. Si je le bouche pas avec mon argent, je suis en difficulté financière, je passe devant le tribunal de commerce et autres, et on me fout en faillite et on me saisit. L'État vit à crédit depuis trop d'années. Ils se sont habitués, ils sont drogués à la dette, et on a un personnel politique qui est pas à la hauteur. Ils sont pas assez compétents parce que ces gens-là, ils ont jamais rien fait hormis politique. Et ça, c'est grave. Ouais, on entend, c'est un discours qu'on entend effectivement tout le temps, partout et tout le temps. Il y a un point qui est important, alors il l'a plus ou moins signalé, mais lors de cette manifestation, on ne verra pas d'agriculteurs, par exemple. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait une convergence des luttes
si j'ai envie de paraphraser. J'aime bien cette expression-là. Entre des personnes, en fait, je pense que c'est pour ça que je parle de colère sourde, c'est que une grande partie des Français est dans cette précarité-là aujourd'hui. On parle tout à l'heure, tu mentionnais le terme de smicardisation, on peut parler de moyennisation de la société. Mais en même temps, je ne suis pas certain qu'il y a cette convergence demain, puisque les agriculteurs ne voudront pas se retrouver avec des syndicats. Donc, il y a un problème fondamental ici. Là, on retourne sur le compromis politique, mais à l'image de ce qui se passe à l'Assemblée, on va avoir la même chose dans la rue. Et on verra ce qui se passe si politiquement c'est récupéré. Je pense à la manifestation du 8, si je ne me trompe pas, ou du 10. Du 10. À la manière dont ça sera récupéré politiquement, ce qui déterminera beaucoup ce qui se passera notamment avec le vote du budget et avec Sébastien Lecornu. Dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé à l'université Paris 1 avec l'exclusion d'un groupe WhatsApp d'étudiants dont le nom était à consonance juive. On va en reparler et parler de cet antisémitisme résiduel, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, qui n'est peut-être pas aussi résiduel. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord et juste avant de parler donc de ce qui s'est passé à la Sorbonne, on a un appel de Diane. Bonjour Diane, vous nous appelez d'Argelès-sur-Mer. Oh là, il y a du bruit chez vous. Et, il y a du vent à Argelès. Il y a du vent, c'est le vent qu'on entend ? Oui, c'est le vent. Ah bah voilà, on a un spécialiste de la région. Vous vouliez revenir, vous, sur la manif de demain. Vous allez y participer, vous la soutenez ? Oui, tout à fait. Ma fille y participe. Moi, je dis non parce que j'ai trop peur de ce qui se passe quand on va dans les manifestations. Mais mes enfants sont plus jeunes, donc ils y vont. Alors, ils y vont avec quel motif Écoutez, vous savez, les motifs, ils sont très nombreux. Le problème, c'est qu'on a le salaire, on ne peut plus vivre de nos salaires. On ne peut plus non plus arriver à payer les taxes qu'on nous met. On est super taxés. Et en plus de ça, je dois vous dire une chose, c'est que les réformes qu'ils veulent faire, c'est encore nous taxer. C'est même pas des bonnes réformes. On le comprend qu'on est endetté. On comprend aussi qu'il faut payer la dette, qu'il faut la payer. Mais seulement eux, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les Français veulent qu'ils fassent des bonnes réformes. Et les réformes commencent par à faire toutes les agences qu'il y a, faire des audits sur toutes les conseils généraux, sur la sécurité sociale aussi, faire des audits. Parce que les audits... Sur France Télévisions, par exemple ? Non, mais France Télévisions aussi. Mais la Sécu, quand vous travaillez à la Sécu, moi j'en connais qui travaillent à la Sécu, et qui font remonter des dossiers qui a des dettes et qu'on sait qu'ils fraudent, eh bien, les patrons disent non, on veut pas de problème. Et on les laisse. Ils ne font pas leur boulot. Sachant les dettes qu'il y a, sachant les fraudes, ils ne font pas leur boulot. Mais ils le savent. Et je peux vous dire que moi j'en ai qui travaillent à la Sécu et qui font remonter les dossiers. Et en haut à la tête, ils ne font rien. Parce qu'ils ne veulent pas de problème. C'est tout. Là, c'est tout ça que les Français en ont marre. C'est que les gens qu'on paye, qui ne font pas leur boulot. Et les députés, c'est la même chose. Les députés, ils sont payés et on en a marre de voir qu'ils font travailler les copains, des copains et des copains. Alors on les met au conseil général, on les met de partout. On le voit. Quand on les connaît, on les voit. Et ça, les Français commencent à en avoir marre qu'on nous prenne pour des billes. Alors, merci de votre appel, Diane. Dans le même temps, l'épargne des Françaises n'a jamais été aussi haute. On a un taux d'épargne de près de 20%, ce qui n'a jamais été, le cas. Mais c'est la peur. C'est ce que j'allais vous dire. Vous commencez pas à partir à l'aventure quand vous craignez pour tout et quand vous craignez pour vos enfants. Alors, je parle à tous les auditeurs de Sud Radio qui ont des enfants, quel que soit leur âge. Ils connaissent le coût au quotidien, ils connaissent la sécurité qui se développe en France. Mais ça veut dire qu'ils ont de l'argent aussi et qu'ils ne le dépensent pas. Ça veut dire surtout que pour l'instant ils font des choix, ils disent il faut que je garde pour demain parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain et qu'on risque d'aller dans le mur. Maxime, oui, mais qui disent pas qu'ils n'ont pas d'argent pour finir le mois. Ils l'ont l'argent puisqu'ils l'épargnent. Je me fais l'avocat du diable. J'entends, mais ça dépend lesquels. Ouais. Et cette colère, elle est tout à fait audible. Bien sûr. Et je peux entendre que les gens aillent manifester demain, mais la seule chose que je pourrais leur dire, c'est faites attention à ne pas vous faire récupérer. On l'a vu le 10 septembre. Alors, il y a des origines très douteuses du mouvement, mais par la suite, ça a été récupéré d'abord par l'extrême droite, puis par l'extrême gauche, et on a vu ce que ça a donné. Je me suis rendu à République le mercredi 10 septembre, et c'était en réalité un mouvement pro-palestinien avec des drapeaux palestiniens partout.
surtout un mouvement d'extrême gauche avec des slogans anti-flics, anti-État, qui appellent à la haine de l'État, la haine du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et c'est une situation, à mon avis, si les gens veulent des acquis sociaux, ce sont des dérives dans lesquelles ils ne doivent absolument pas tomber. Oui, non mais vous avez raison. Mais on a tout dit quand on a parlé du jour de la semaine. Pour rappeler les manifestations des Gilets jaunes, les rendez-vous sur les ronds-points, les manifestations du samedi. Parce qu'en fait, les gens qui travaillent, naturellement, ils peuvent pas poser des jours pour aller manifester. Alors que là, c'est d'une certaine manière, on n'a plus trop entendu parler des syndicats ces derniers mois, voire ces dernières années, en tout cas moins qu'auparavant. Et là, ils essaient de reprendre la main. Vous avez vu les manifestations pour les retraites ? Non, mais je les comprends. Je les comprends qu'ils veulent reprendre. Je comprends qu'ils veulent reprendre la main. Comme je comprends aussi que le PS espère avoir un Premier ministre, même si je pense pas qu'il soit majoritaire, qu'ils aient une majorité à l'Assemblée. Mais la réalité, c'est que là, il y a une vraie déconnexion entre là les syndicats et la population, et on verra si finalement le risque pour eux demain, c'est de montrer d'ailleurs qu'ils sont extrêmement déconnectés. Attendez, je crois pas que c'est une déconnexion. Ça s'appelle la grève. La grève, vous la faites pas le dimanche, sinon ça s'appelle pas une grève. Donc c'est normal que quand il faut un appel à la grève, il le fasse un jour de la semaine. Oui. En revanche, là où c'est vrai, c'est que on a la culture maintenant médiatique de juger ces manifestations à l'aune du nombre de manifestants. Et c'est sûr que à l'aune du nombre de manifestants, c'est plus simple de le faire un dimanche. Vous n'aurez pas d'agriculteurs, vous n'aurez pas de commerçants. Il y a beaucoup de catégories qui ne vont pas venir. La question aujourd'hui, c'est de savoir si ces travailleurs-là, leur parole, elle est légitime et si elle compte, et si leurs revendications sont légitimes. Moi, je pense que beaucoup de Français, quelles que soient leurs origines politiques, leurs opinions, seront assez d'accord avec les mots d'ordre qui seront seuls demain, à condition, vous avez raison, qu'ils ne soient pas mélangés avec d'autres qui n'ont rien à voir avec les demandes de demain. Ce qui était le cas le 10. Place de la République, mais la manif à Cahors, je peux vous dire, c'est pas du tout ce qui est décrit là. Il a tout à fait raison, vous avez raison, sur la place de la République ou dans certaines grandes villes où c'était caricatural. Paris n'est pas la France. La place de la République à Paris n'est pas la France. Et vous avez plein d'endroits de villes moyennes en France où on manifestait pour le pouvoir d'achat avec des mots d'ordre très clairs que vous retrouverez demain. Mais pour rejoindre ce que disait Diane, que font ces guignols de députés qui sont sur cette flottille ridicule ? Je veux dire, ils sont payés 7 500 € par mois pour aller à Gaza. Non, mais sans rire. Mais sans rire, on voit là une abrutie, bon, je retire le mot abruti. Mais on voit cette députée qui dit j'ai monté la garde cette nuit. Non, mais franchement, ils sont payés 7 500 € par mois pour aller à Gaza. C'est quoi l'intérêt des Français dans tout ça ? Je veux dire ce qui me dérange. À noter que certains n'étaient pas là lors du vote de confiance. Oui, absolument. Alors qu'ils étaient partis sur la réflexion. Ce qui me dérange vraiment là-dedans, moi, c'est que vous êtes revenus sur leur niveau de revenu. En fait, je pense que les Français sentent qu'il y a une injustice dans le pays. Injustice avec des personnes qui fraudaient. Diane en parlait à l'instant. Alors que la très grande majorité de Français honnêtes a du mal à boucler les fins de mois. Mais ces députés, moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils cherchent juste à trouver un moyen de faire exister leur parti d'extrême gauche ultra minoritaire dans le pays, qui, par le jeu du système électoral, a réussi à faire croire qu'il est plus gros que ce qu'il pèse, comme quand Jean-Luc Mélenchon prétendait pouvoir être nommé Premier ministre en 2022. Ils font semblant, c'est la grenouille qui se prend qui se veut bœuf. Et donc là, ils essaient de faire du bruit, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement pour les Français ? Est-ce qu'ils répondent aux demandes des Français ? Moi, je reviens sur le sujet majeur. On parle de pouvoir d'achat. En fait, ce qu'on entend tout le temps, c'est que les gens sont trop taxés, les Français sont trop taxés et que le système gaspille énormément. On entend évidemment parler d'insécurité, parce que l'insécurité a explosé ces dernières années. Et qu'est-ce qu'on fait contre l'insécurité pour qu'enfin les gens puissent vivre tranquillement ? Je donne un exemple. Là. En ce moment, il y a une campagne législative à Paris. Parce que ce week-end, il y aura le législatif partiel dans la deuxième circonscription. Reconquête, on a un candidat, c'est Hilaire Bouillet. J'espère qu'il fera le plus gros score possible et qu'on pourra voter pour lui au second tour et le faire élire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, l'insécurité, l'insécurité que personne ne voyait. L'insécurité que personne ne voyait. Les autres candidats. On disait qu'elle était dans d'autres zones en France. Mais regardez, maintenant que vous avez l'insécurité qui arrive en plein champ de Mars, que vous avez des touristes étrangères qui se font violer au champ de Mars, etc. Pardon, on est loin l'insécurité est partout maintenant en France. Oui, d'accord. Et vous avez vu, moi je sais pas ce que vous faites au PS contre l'insécurité, mais ce qui est certain, allez, là ça part. Alors, on a quelques minutes, mais on continuera après le journal avec votre coup de gueule, Maxime, qui est important avec ce qui s'est passé hier à Paris. Pour ou contre les Juifs ? Pour ou contre les Juifs, c'est la question qui a été posée dans des groupes de promotion de la fac de Paris-Sorbonne Université. Enfin, on arrive à un délire où on pose la question dans des groupes de promotion pour ou contre les Juifs. Alors évidemment, c'est quoi un groupe de promotion ? Un groupe de promotion, c'est des groupes sur Instagram ou sur WhatsApp où vous avez l'ensemble des étudiants classe, qui échangent normalement sur des devoirs, sur des rendus, etc. Mais là, donc, des militants pro-palestiniens se sont emparés de ce groupe pour demander pour ou contre les Juifs. Et sans suspense, la réponse était
contre. Ouais. Parce qu'il y a une telle peur aujourd'hui, des étudiants qui veulent lutter contre l'antisémitisme, de s'exprimer, de peur d'être ostracisés, de peur d'être discriminés, de peur d'être insultés, qu'aujourd'hui, dans un sondage pour ou contre les Juifs, des étudiants... Il y avait combien de votes, vous le savez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas il y avait combien de votes, mais évidemment, ceux qui étaient pour, entre guillemets, les Juifs n'ont pas répondu au sondage sous peur d'être insultés, diffamés, harcelés. Et l'exclusion donc, de ceux qui avaient des patronymes, des prénoms ou des noms à consonance qui pouvaient penser qu'ils étaient de confession juive. Exactement. Donc, pour ou contre les Juifs, la réponse était contre. Quelques jours plus tard, les Juifs ont été exclus du groupe. Ouais. C'est typique honnêtement, malheureusement, c'est ce qui se passe à Paris depuis des années. Vous avez les présences. Mais Paris, c'est Paris-Dauphine. Non, c'est Panthéon-Sorbonne, notamment Tolbiac. Ouais. Et vous avez des présidences qui ont été. Moi, j'étais élu là-bas au conseil d'administration quand j'étais étudiant en droit. Bien vu. Oui, on était relativement minoritaire avec l'Uni là-bas, mais vous avez la gauche qui tient la fac, la gauche qui tient la fac, qui a laissé faire l'extrême gauche avec des agressions extrêmement violentes, y compris au sein de la gauche, l'extrême gauche qui attaquait la gauche, l'extrême gauche qui s'attaquait à d'autres étudiants, et aujourd'hui l'extrême gauche qui est alliée au groupe palestinien. C'est considéré comme la droite à la base. Il y a quand même quelque chose à signaler. Alors vous le direz après, Mehdi, parce que ça va être l'heure du rappel des titres et on se retrouve tout de suite après. 0826 300 300 si vous voulez appeler pour témoigner, pour réagir. On vous attend sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous, on est sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité à 11h30, l'émission Média avec Gilles Ganzmann. Pour débattre, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Rémi Branco, vice-président du Lot, porte-parole du PS. Je rappelle votre livre, Loin des villes, loin du cœur, paru aux éditions de l'Aube. Mehdi Raïch, analyste politique, et Maxime Lotte, référent université du Printemps républicain. Et avec vous, nous évoquions ce qui se passe dans les universités, en particulier à Paris 1, Sorbonne, mais aussi dans d'autres universités sur cette radicalisation et cet antisémitisme bien présent. Vous nous avez raconté donc cette question qui a été posée sur un groupe WhatsApp pour ou contre les Juifs, et puis l'exclusion d'un certain nombre d'étudiants dont le nom était à consonance laissait à penser qu'ils étaient de confession juive. Et vous me disiez pendant le journal... Oui, qu'un étudiant de Dauphine a été condamné cette semaine grâce à l'ICRA, car il avait changé sur le trombinoscope de la fac les photos des étudiants juifs par des Free Palestine avec un drapeau palestinien. Et c'est des situations que l'on retrouve dans toutes les facs. Ouais. C'est dans toutes les facs, pas qu'à Paris, aussi en province. Je pense notamment à Grenoble où il y a un vrai problème d'antisémitisme. Et j'en veux énormément aux responsables politiques et notamment de la France Insoumise qui, au printemps dernier, ont voté contre la loi proposée par Constance Le Grip relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Les députés de la France Insoumise ont voté contre une loi pour protéger les étudiants juifs dans nos facs. Et donc là, avant de venir vous rejoindre, j'ai cherché sur les comptes Twitter des différents responsables de la France Insoumise, et il n'y a pas un seul mot pour apporter leur soutien aux victimes de l'antisémitisme à Paris 1 suite à ce sondage pour ou contre les juifs. Et il y a d'autres groupes politiques qui l'ont fait ? Qui sont indignés ou pas ? Oui, tous les autres groupes politiques se sont indignés, effectivement. La majorité Valérie Pécresse qui menace de couper les subventions comme elle l'a fait à Sciences Po. Il y a qualifié qui n'a pas bougé. Mais encore une fois, l'extrême gauche, je voulais terminer là-dessus tout à l'heure, c'est que l'extrême gauche est perdue, elle est ultra minoritaire, elle cherche un nouvel électorat et elle a complètement épousé la cause palestinienne, elle se perd là-dedans. Alors là, l'université Paris 1 a beau jeu de dire que c'est un groupe WhatsApp qui a été créé par des étudiants. C'est factuel. En revanche, qu'est-ce que la fac va faire pour protéger les étudiants et pour empêcher les agressions qu'il y a dans cette université ? On le sait. Si je cite le nom de Tolbiac, ça va peut-être parler à une partie des auditeurs, parce que quand il y a des blocages d'université, Tolbiac est toujours parmi les premières. Il y a des violences énormes. Et à chaque fois, on attend une réaction de la présence de l'université. Donc moi, ce que je dis là, tout de suite, c'est que va faire la présence de l'université ? Très concrètement, pour empêcher qu'il y ait des violences et pour ramener le calme pour que tous les étudiants, de quelque confession qu'ils soient, puissent étudier tranquillement
à Paris comme dans d'autres universités. Vous avez la réponse ? Alors pour le coup, et c'est suffisamment rare pour être souligné, la présidente de Paris 1 a réagi, elle a publié un communiqué où elle annonce clairement que des sanctions et des dispositions vont être prises. Ce n'est pas le cas assez souvent, et donc c'est pour ça je pense que c'est important de le souligner. C'est dingue. Oui, tout à fait. C'est quand même dingue qu'on en soit réduit à féliciter une réaction qui semble être évidente. C'est pas que les étudiants juifs, c'est aussi les étudiants supposés juifs. Oui, absolument. Ce qui est beaucoup plus grave. Et quand on me dit, ce que j'ai souvent eu ce débat avec des gens, que ce soit sur des plateaux, on me dit souvent, oui, mais c'est de l'antisionisme. Non, l'antisionisme, c'est un cache-sexe pour l'antisémitisme. Cache-nez. Oui, cache-nez, cache-sexe. J'utilise les deux. On va faire un peu coquin aujourd'hui. Mais de manière générale, ce qui, moi, me laisse supposer qu'on a un problème qui est structurel, et je ne pense pas que ça ne tienne qu'aux universités, c'est diffusé dans une grande partie de la société, c'est que là, on parle de jeunes qui seront plus tard des élites, faut le dire. Quand on passe à Panthéon-Sorbonne, c'est quand même qu'on en a un petit peu dans la tête, normalement. C'est quand même assez prestigieux. Donc ce sont des personnes qui seront formées. Et aujourd'hui, ils n'ont pas encore la capacité de se dire « ce que je fais, c'est grave ». On parle de dénigrer des personnes puisqu'ils sont juifs ou supposés juifs. Donc une barrière est tombée. C'est-à-dire que l'aspect, normalement, on devrait se dire ce que tu as dit, Samuel. Au fond, il faut quand même se comporter, pas voir les gens suivant sur ce qu'ils sont supposés être. Aujourd'hui, on s'en fout total. On est dans l'essentialisation la plus primaire, ça devient dégueulasse et ça devient surtout dangereux pour des personnes juste qui ont un nom de famille à consonance juif. Donc le problème, il est vraiment de fond. Et la responsabilité politique, elle est énorme. Quand on voit Jean-Luc Mélenchon qui parle d'antisémitisme résiduel, quand on s'amuse à brandir, et il y a toute une histoire autour du drapeau palestinien, parce que c'est surtout le drapeau du panarabisme ou du nationalisme arabe, très exactement, et qu'on en fait une lutte, que l'on s'accapare, et qu'en fait c'est le seul et unique moyen pour taper sur les Juifs de France, là je trouve qu'on a un problème qui est plus que dramatique, c'est une lame de fond qui est en train de miner la société démocratique. Ouais. Coup de gueule pour vous, Rémi Branco, ou en tout cas coup de projecteur sur ce qui se passe dans nos territoires. Oui, Valérie, la consommation de drogue aujourd'hui est un drame dans ce pays. Et il faut bien le dire, contrairement à certains clichés, elle n'épargne aucun milieu social. Aucun. Il y a 20 ans, c'était le cliché du show business. Aujourd'hui, on sait que tous les milieux sociaux sont touchés. Elle n'épargne aucun territoire. Les territoires ruraux sont également touchés. Vous n'avez pas un village où il n'est pas possible de se procurer aujourd'hui de la cocaïne, de la drogue dans ce pays. Et je voudrais aujourd'hui mettre un coup de projecteur sur une famille de ma vallée, de la vallée du Lot, la famille Bonny, qui est une famille extraordinaire, dont un des enfants, Théo, est décédé au début de l'été d'une overdose de cocaïne. Sa famille, malgré la tristesse qu'on peut comprendre, le chagrin de ses parents, Xavier, Nicole, de ses enfants, Hugo, Léa, ont décidé de monter une association. Parce qu'ils ont constaté que sans le témoignage des familles, on aurait du mal à résoudre ce problème. Parce que le meilleur allié, malheureusement, de la drogue, c'est le silence et parfois ce sentiment de culpabilité que peuvent avoir les victimes elles-mêmes, les familles, leurs proches, parfois des éducateurs sportifs qui, un peu démunis par rapport à ces situations, n'osent pas en parler, n'arrivent pas à trouver derrière des solutions. Et je trouve formidable que cette association qui s'appelle Allez viens Théo, vous pouvez la retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, et d'autres en France se mobilisent pour aller voir les collégiens. Nous, dans notre département du Lot, il faut qu'on aille voir les collégiens. Le lycée, ce sera trop tard. Si on y va trop tôt, ça peut faire très peur et ça peut ne pas être compris. Donc oui, il faut aller voir des jeunes dès le plus jeune âge au collège pour leur expliquer ce qu'est la drogue, leur expliquer que contrairement à ce qu'on leur raconte, non, c'est pas en consommant un petit peu qu'on peut s'en sortir normalement. Non, il y a une addiction qui va arriver. Et derrière une emprise, et derrière une dépendance, et derrière des drames familiaux qui peuvent aller jusqu'à la mort, comme celle de Théo. Donc je voudrais vraiment dire toute ma reconnaissance, toute notre admiration pour ces familles qui se mobilisent. Il faut que les pouvoirs publics soient derrière eux. Parce qu'aujourd'hui, seuls les témoignages d'adolescents pour parler à des adolescents, pourront susciter une compréhension, une émotion qui fera que peut-être on évitera des drames comme celui qui s'est produit. Donc bravo à toutes ces familles qui se mobilisent. Oui, j'en ai parlé avec un enseignant qui me disait, mais vous savez, dans mon école, on refuse d'avoir ces intervenants extérieurs qui viennent, en particulier des policiers. Moi, je racontais mon expérience quand j'étais au collège, où on avait un policier qui était venu, et on évoquait ça, et qui nous avait expliqué. Moi, c'est une intervention qui m'avait marqué à l'époque. Bon, l'époque n'était pas la même. Et il m'a dit non, mais ils veulent pas qu'il y ait d'intervenants extérieurs qui viennent parler sur ce sujet. Pourquoi ? Il y a des
Malheureusement, on sait très bien que pour parler de ces phénomènes de drogue, si c'est l'enseignant, ça aura beaucoup moins d'impact que si c'est des adolescents qui ont vu leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs tomber dedans. Donc il faut vraiment qu'on favorise ces témoignages dans les établissements. Mais rappelez effectivement que la drogue n'est pas l'apanage des grandes villes, le redire aux parents ou des riches, absolument. Ça arrive aujourd'hui à tout le monde, malheureusement. Ouais. Beaucoup de drogue, vous qui êtes dans ce milieu étudiant, je ne demande pas. Et vous-même. Non, mais c'est un phénomène réel. Ah bah, je connais malheureusement plusieurs personnes qui sont tombées dedans et qui ont du mal à en ressortir. Ouais. C'est une problématique de santé publique qui n'est jamais évoquée dans les médias. Ouais. C'est un réel souci, notamment dans la communauté étudiante, où certains, pour tenir parfois leur rythme, ont recours à certaines substances illégales. Oui, et en particulier la cocaïne, qui est extrêmement... qui s'est beaucoup démocratisée. Oui, absolument. Et il y a aussi la dimension festive, où ça, on n'en parle non plus pas assez. La drogue récréative, notamment pour aller en soirée. Je pense notamment aux soirées techno, où il y a un vrai phénomène là-dessus, et il serait temps que certains responsables se penchent sur cette question. Vous avez évoqué aussi l'idée de la performance. Vous avez dit pour tenir quand on est étudiant, c'est valable aussi dans le sport. Je vois que dans le milieu sportif, pour la performance des sportifs, des jeunes sportifs, commencent à en prendre pour avoir une performance meilleure et après ils ne peuvent plus s'en passer. Il y a des enquêtes aujourd'hui dans le milieu même professionnel du football, du rugby, où on voit que ça s'est généralisé par la performance. Il y a pas mal de personnes qui sont chopées pour la performance. Il y a de multiples façons d'arriver malheureusement à ces consommations. Et puis de parler de santé, d'expliquer qu'aujourd'hui des jeunes se retrouvent à faire des AVC, des gens, quand je dis jeunes, c'est 30-35 ans, 30-35 ans, c'est pas grave. Tous ceux qui se retrouvent quasiment, sauf problème médical physiologique au départ, qui vont aux urgences pour un AVC, sont testés positifs à la cocaïne et parfois même au cannabis. C'est des facteurs... c'est ça le problème de fond, c'est que c'est un drame en termes de santé publique. Et alors qu'auparavant, c'était peut-être limité à certaines classes sociales et aux métropoles, le développement de la drogue dans le pays s'est fait de manière extrêmement rapide et il permet à de nouvelles mafias de brasser énormément d'argent, et on sait qu'on a une difficulté de l'État d'agir contre ces mafias et d'y mettre fin, parce que malheureusement, tant que ces mafias continueront de prospérer, eh bien ce seront des jeunes comme celui qui vient d'être cité, Théo, ce sera peut-être des jeunes femmes aussi, un peu partout sur le territoire national, qui tomberont dedans, et une fois qu'ils deviennent addicts, eh bien c'est extrêmement dur pour eux d'en sortir, et ça détruit leur vie. Ce que racontait son frère, Hugo, c'était qu'il était hier au reportage de France 2 au JT, c'était de dire, en fait, mon frère n'avait aucun mal à se procurer de la cocaïne en sortant d'entreprise dans n'importe quel village du Lot, de 500, de 1000 habitants, de 2000 habitants. Vous avez aujourd'hui des dealers qui viennent. On a l'image, vous savez, du chauffeur Uber, entre guillemets, qui va livrer des jeunes en soirée, etc., à Paris, dans les grandes villes. Mais en réalité, dans les villages, vous avez des vendeurs qui sont à proximité immédiate. C'est plus un phénomène ultra-urbain, ultra-riche. C'est un phénomène, malheureusement, qui existe partout. Mais il n'y a effectivement pas de mesures qui sont prises. Il y a des livres... Difficile. Non, mais il y a des sur on voyait, il y a eu un livre qui est paru il y a même pas 2 ans, je crois, sur des villes comme Vierzon, Tours, qui accueillent aujourd'hui des laboratoires, des choses parce qu'ils sont peinards, ils sont tranquilles. En fait, on a 3 problèmes. C'est d'abord les trafics qui sont immenses. On a 15 ans de retard sur la lutte contre ces trafics. Il y a une loi qui vient d'être votée, mais enfin, on voit bien que c'est vertigineux. En amont, il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de produits de substitution. Donc c'est très compliqué d'accompagner, de traiter ceux qui sont dans l'addiction. Et puis après, il y a aussi ce silence. Et le fait que beaucoup de familles et de victimes n'osent pas en parler par culpabilité. Et c'est ça qu'il faut au moins parvenir à briser. La loi PLM dans un instant avec vous, Samuel. Et puis Mehdi, un tweet qui vous a fait réagir. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Patrick Roger. Demain, 18 septembre, pour ou contre la mobilisation. Témoignage dans une matinale spéciale, reportage et l'invité politique de Jean-François Aquili à 8h15. Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement National. Vos réactions également, comme chaque jour, 0826 300 300. Dites-nous ce que vous pensez de cette journée d'action du 18 septembre. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous, et on se moque de Samuel Lafont qui a des lunettes pour voir. Très nombreux Français, je pense. Alors, Mehdi Raïch, coup de gueule. Oui, coup de gueule hier, parce qu'il y a eu la séquence d'Arthur Mensch face à Léa Salamé. Alors, expliquez qui est Arthur Mensch. Alors, c'est le PDG de Mistral. Et Mistral. Un des cofondateurs de Mistral, ils sont 3. Alors Mistral, c'est quoi pour expliquer à nos auditeurs? C'est la plus grande entreprise française aujourd'hui dans tout le secteur de l'intelligence artificielle. Du moins, c'est le fer de lance de l'industrie française dans ce secteur. Et donc hier, il était pour parler de la taxe Zuckman face à Léa Salamé.
Et donc il s'est prononcé, en fait il a dit exactement les mots suivants. Il a dit qu'il était pour plus de justice fiscale et qu'il n'était pas contre. Il n'a pas dit qu'il était pour la taxe Zucman, il n'a jamais dit ça d'ailleurs. Mais il a dit qu'il était pour plus de justice fiscale et qu'il comprenait cette demande. Qu'a tweeté le compte de France Télé, Arthur Mersch se dit favorable à la taxe Zucman. Tout de suite, le tweet a été supprimé quelques instants après. Enfin, il est quand même resté plus d'une heure, il faut quand même le dire. Il a été supprimé peu de temps après. Ensuite, Boris Vallaud a retweeté ce tweet-là en disant mais regardez, même Arthur Mensch est favorable à la taxe Zucman. Il y a aussi la députée européenne Chloé Ridel qui a fait la même chose. Et donc, moi, ça m'interroge sur une chose. D'une, quand vous êtes citoyen et que vous voyez ça, ça fait une vraie petite polémique hier à la télé. Vous vous dites, d'une, c'est de l'argent public. Parce que je comprends, voilà, c'est de l'argent public. On est en train de me donner une information avec ce tweet qui ne correspond absolument pas à ce que dit la personne. Donc là, il y a toute la question, et je peux comprendre toutes les questionnements que peuvent avoir les Français sur la privatisation du secteur public, et notamment la privatisation de France 2, puisqu'on se dit, attendez, on me donne une information qui en fait n'est pas celle-ci. Calme-toi, Rémi. Et deuxième point, sur ce que dit Boris Vallaud et sur Chloé Ridel, ils n'ont même pas écouté la séquence. C'est-à-dire que l'info leur a plu, donc elle est vraie. L'info me plaît. A priori, vous faites confiance au service public. Là, il y a un problème. Là, je suis désolé, mais le problème, il est de fond. C'est-à-dire qu'on est plus dans une guerre idéologique qu'autre chose. Et là, moi, ça me gêne. En tant que contributeur, moi, je suis attaché au service public, mais je ne veux pas que le service public m'oriente ou me donne de fausses informations de ce type-là. Donc, pour moi, là, il y a un problème de fond. Et c'est symptomatique de ça. Vous avez raison. Ce tweet de France Télévisions était une erreur. Et d'ailleurs, France Télévisions a fait un correctif. Ils ont fait un correctif, ils sont excusés. Effectivement, ce n'était pas ce qu'avait dit le chef d'entreprise. Par contre, ce qui est vrai, c'est là qu'il y a une petite ambiguïté. Même s'il ne s'est pas prononcé pour la taxe Zucman, il s'est prononcé pour une fiscalité des hauts patrimoines en parlant de redistribution et de justice fiscale. Il dit même qu'il ne peut pas payer la taxe Zucman. Donc, oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il précise qu'il faut bien écrire la loi. C'est de débat, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Mais sur le principe, il est d'accord avec le fait d'aller chercher des nouvelles recettes chez les hauts patrimoines. Donc l'essentiel est là. Après, je suis d'accord, France 2 a fait une erreur sur le tweet, ils l'ont corrigé, on va pas en faire une affaire internationale. Non, mais par contre, le signal qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il est favorable à une justice qui touche les plus hauts patrimoines. Donc ça, c'est quand même un élément important dans le débat qu'on a depuis tout à l'heure. Alors il a souligné très précisément dans l'interview les limites de la taxe Zucman. Vous avez vu ce tweet, non ça... Ah bah oui, j'ai vu. C'est exactement ça, c'est vachement symptomatique de notre époque où aujourd'hui, parce que l'on martèle un propos, ce propos est vrai. Aujourd'hui, on en voit beaucoup sur Twitter des députés de la France Insoumise qui écrivent en boucle « Il y a un génocide à Gaza, il y a un génocide à Gaza, il y a un génocide à Gaza ». Donc, c'est vrai. Oui. Ah bah non, enfin je pense qu'il faut prendre un peu plus de recul, plus de hauteur, analyser, écouter le contenu des vidéos effectivement, et il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de fake news, et il y a une vraie lutte à mener là-dessus aussi. Oui. Après des erreurs de retranscription, ça arrive à tout le monde. C'est grossier, là, c'est même parce que dans la séquence, c'est la phrase qui n'existe même pas dans la séquence. C'est-à-dire que entre ce que dit Arthur Mensch et ce que dit le tweet, il y a zéro correspondance. Ouais. Et pire, la phrase dit « il se dit favorable », alors qu'il dit l'inverse. Il dit qu'il ne peut pas payer la taxe. Il dit pas l'inverse, c'est pas vrai. Il dit qu'il est pour une plus de justice fiscale, qui comprend ce débat. Là-dessus, on est d'accord là-dessus. Mais il ne dit pas qu'il est favorable à la taxe. Il ne peut pas la payer. Pour moi, c'est un problème de fond, parce qu'effectivement, il y a un rapport à l'information, à la vérité de l'information. Et pendant des années, les médias de service public et le grand média, disons, traditionnel, se sont imposés comme médiation obligatoire de l'information. Et vous vous rappelez que pendant au début des réseaux sociaux, notamment de Facebook et Twitter, on a eu beaucoup de critiques contre les réseaux sociaux, puisque certains, par intérêt corporatiste, en défendant leur poste, se sont dit, bon, en fait, vous avez besoin des journalistes pour vous dire en gros la vérité, et les réseaux sociaux, ce ne seront que des fake news, des âneries et compagnie. Alors on sait très bien que non seulement les Français peuvent s'exprimer et s'informer directement sur les réseaux sociaux, et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des médias qui leur font la leçon avec leur propre argent. Vous savez, là on a un exemple avec le service public, mais il y en a d'autres exemples avec le service public.
Moi, je me souviens très bien, on parlait tout à l'heure de la crise des Gilets jaunes, où il y avait un slogan des manifestants des Gilets jaunes qui avait été complètement censuré, donc une banderole qui avait été effacée, volontairement, je crois que c'était sur France 2, mais c'est pas normal, et c'est normal que les Français se posent la question, puisque toute la journée, ils sentent ce mépris et cette incompréhension du politique et de beaucoup de médias, et on leur dit, en fait, c'est bon, on fait juste des petites erreurs, il n'y a pas de problème. Mais non, au contraire, c'est gravissime. Dire qu'on est pour la justice fiscale, enfin, c'est la palissade. Enfin, non, parce qu'il accepte d'être plus fiscalisé. C'est le message qu'il veut donner. C'est dire, je suis d'accord pour être plus mis à contribution. Il dit très exactement que il ne pourrait pas payer cette taxe et que la plupart. Non, c'est pas une autre question. Si, c'est une autre question parce que cette taxe, dans les 10% des cas comme le sien, effectivement, il n'aura pas la liquidité pour la payer. Donc c'est là qu'il faut travailler l'écriture de la loi pour pas qu'on oblige à payer en liquidité ceux qui touchent plus de 100 millions d'euros. Pardon, Valérie, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure sur ce qu'est cette taxe. En gros, cette taxe, pourquoi elle fait parler d'elle? Parce qu'elle est nouvelle. Elle veut taxer les chiffres d'affaires plutôt que les bénéfices. Mais c'est économiquement et pour les entrepreneurs, mais je pense qu'on va avoir des tribunes et des passages médiatiques qui vont se multiplier, parce qu'à un moment, avec des entrepreneurs qui vont expliquer comment concrètement ils arrivent à valoriser leur entreprise et comment est-ce que du coup ils peuvent derrière recruter, payer les salaires, etc. Il payait trop d'impôts. Vous voyez? Comment? Oui, mais c'est pas parce qu'on dit qu'il veut plus de justice fiscale, donc un meilleur système fiscal. Oui, il faudrait un meilleur système de justice, pas meilleur. Oui, de justice, c'est pareil. Ça veut dire que les plus gros patrimoines doivent contribuer davantage. Eric Revel me donne un chiffre intéressant, 10% des plus riches payent 75% de l'impôt sur le revenu. Mais non, mais en volume, c'est normal. La question, c'est la proportion des revenus. C'est normal que au final... le chiffre, il est là. 10% payent 75%. Non, l'autre chiffre, c'est le niveau d'imposition. C'est que vous payez 28% d'impôt sur le revenu, là où en moyenne, quelqu'un en touche 50%. Donc c'est ça qu'il faut regarder, parce qu'évidemment, en volume... Comment ça veut dire, là où en moyenne... Si vous cumulez toute l'imposition, pas que l'impôt sur le revenu, mais les impositions liées globalement à vos revenus, parce que vous avez la CSG, vous avez d'autres impôts, quelqu'un qui appartient à des catégories modestes ou moyennes va toucher aux alentours de 50%. Si vous êtes aujourd'hui milliardaire, vous payez aux alentours de 26%. Donc là, c'est là qu'on parle de rupture, parce que vous avez des systèmes d'exonération, ces fameuses holdings, etc. C'est là qu'il y a une injustice. Après, en volume, évidemment, Eric Revel a raison. Oui, un mot, et puis on n'a pas fait le coup de gueule. En fait, pour moi, c'est une conception fondamentale que l'on a de l'économie. Moi, je veux plus de Mistral ou d'entreprises comme Mistral, et ensuite, ils pourront être taxés, et là, on aura beaucoup plus de bénéfices, que de taxer uniquement Mistral, de la tuer, en fait, c'est littéralement pour moi tuer cette entreprise, et donc d'empêcher le foisonnement futur ou la volonté d'entreprendre pour créer de futurs Mistral. C'est ce qu'on voit jamais derrière la taxation massive, malheureusement, c'est qu'on peut tuer dans l'œuf des entreprises qui sont en train de se créer. Tuer dans l'œuf des entreprises qui vont penser faire plus de 100 millions de patrimoine. Je sais pas dans quel monde on vit, mais mes amis qui entreprennent, ils pensent pas faire 100 millions de patrimoine dans 5 ans. Pardon, mais dans le milieu des startups, effectivement, si on veut concurrencer les Américains et les Chinois, il faut qu'on pense très gros, et au niveau français et au niveau européen, et bien ça peut décourager les gens, et certains ne pourront pas payer très concrètement, comme ça a été dit. Vous avez très peu de temps pour votre coup de alors j'hésitais entre un coup de gueule contre le retour de djihadistes en France, alors que les Français sont très majoritairement opposés au retour de tout djihadiste qui ont commis des actes horribles ou qui ont laissé faire des actes horribles en Syrie et en Irak. Et voilà, on fait encore revenir des djihadistes sur le territoire national. Je sais bien que Sandrine Rousseau trouvait que c'était normal de faire revenir des terroristes en France et qu'il serait mieux sur notre sol que là-bas. Bon, la sécurité des Français, évidemment, est laissée de côté. Mais finalement, j'ai un coup de cœur pour la loi PLM, parce que la réforme de la loi PLM, donc Paris-Lyon-Marseille, le mode de scrutin pour élire les maires, ça ne concerne que ces 3 métropoles. Évidemment, la loi est imparfaite, mais ce que ça permet d'avoir les Parisiens, les Lyonnais et les Marseillais qui vont voter plus directement pour leur maire, et donc ce sera moins d'accords entre partis, et surtout, donc c'est plus les Français qui vont décider, et surtout on gagne en termes de lisibilité lors de l'élection. Vous savez qu'on va mettre 2 urnes, ça va coûter 2 fois plus cher que pour l'élection dans mon village. Si on peut se passer d'Anne Hidalgo, ça va bien. L'électeur parisien, marseillais, lyonnais est 2 fois plus cher que l'électeur de mon village. Vous voyez, le genre de rupture d'égalité qui nous met. On aura l'occasion de revenir sur le débat. Moi, j'ai mon sujet pour demain. Aurélie Trouvé, LFI veut interdire le Nutella. Chacun ses combats, comme on dit, et voilà. Dans un instant, c'est l'émission Média, un peu de nostalgie, ça va nous faire du bien. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.